Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de reproduire la Chine en région parisienne, d'être un chat, y compris du rabbin, de photogrammes, du futur, du fameux ton appareil fait de très belles photos, de noir et blanc, d'être instinctif, de pluridisciplinarité, de faux cul, d'être invisible, de machines de guerre qui parlent anglais, d'histoire avec un grand H, d'immédiateté, de gens exigeants et de ceux que ça ennuie, mais surtout, on parlera de ce que ça fait de se faire à la fois offrir et jeter des fleurs par Isabelle Adjani. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Christophe Brachet. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. C'est un plaisir de te rencontrer. Il y a une histoire, je vais raconter juste la petite histoire pour deux raisons sur comment on est rentrés en contact tous les deux, parce que je trouve qu'elle a son importance et elle fait suite à un petit débat qui a eu lieu dans la communauté des photographes, en tout cas anglophone, puisqu'il y a eu une newsletter qui est partie il n'y a pas longtemps sur justement le fait d'être fier de son métier, d'être fier d'en parler. Et c'est assez rigolo, en fait, cette manière dont on est entré en contact. Donc, si tu permets, je vais juste raconter ça avant de te laisser faire ton elevator pitch. Il y a quelques années, je ne me rappelais pas de ton nom, mais je t'avais vu sur le salon de la photo. Tu étais ambassadeur Sony, tu es toujours ambassadeur Sony. Et il y a pas très longtemps, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant, tu sais, ce serait super d'avoir un photographe de plateau. Et donc, j'ai repensé à toi. Je ne me rappelais pas de ton nom. Et il se trouve que j'ai eu un SAV à faire chez Apple aux Champs-Élysées, que la vendeuse était super sympa, et qu'en discutant, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je lui explique, je lui dis « Je suis photographe et puis je tiens un podcast où je parle de photos. » Elle me dit « J'ai un ami qui est photographe de plateau. » Et tu sais, ce petit tilt dans la tête qui se met en route, je me dis « Ça se trouve, c'est le même. » Elle me donne ton Instagram et je vais dessus, je reconnais ton visage, je vois ambassadeur Sony, je suis sûr que c'est toi. Et je dis « Mince, c'est fou qu'à ce moment-là, pas une semaine avant, je pensais à toi et je me disais ce serait bien que je retrouve ce photographe-là et que je l'invite et qu'on parle. Et paf, tu me tombes dessus. Et les deux leçons, c'est que l'univers te répond quand tu lui demandes quelque chose et qu'il faut toujours être fier de ce qu'on fait. Dieu sait que moi, j'ai des spécialités qui ne sont pas toujours faciles à vendre entre photographe et podcasteur, où souvent on me regarde un peu de biais en se demandant comment je peux bien vivre de ces choses-là. En fait, j'en vis et j'en suis fier et j'en suis heureux. Et voilà, je pense que c'est important d'illustrer ça, que parfois on peut avoir du mal à dire qu'on est photographe parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont en penser. Il faut s'en foutre parce que ça ouvre des opportunités. Et là, l'opportunité, elle est énorme parce que Christophe, tu vas faire ton elevator pitch tout de suite. On va voir que t'es pas n'importe qui dans le milieu dans lequel on va s'exprimer aujourd'hui. Eh ben, merci en tout cas pour cette introduction. Ravi de cette invitation. Et donc, effectivement, je suis un photographe de plateau. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant en France, ici. Et j'ai fait plusieurs films, plusieurs longs métrages. J'ai une vraie spécialité dans le cinéma, un tout petit peu pour la télévision, où j'ai pu faire 10%, la série 10%, les 4 saisons de 10%, un tout petit peu aussi Capitaine Marlowe. Mais ma grosse spécialité, c'est vraiment le cinéma, avec aussi bien du cinéma un petit peu d'auteur engagé que du cinéma un peu plus grand public, avec par exemple Le Retour du Héros, OSS, le prochain Astérix et Obélix. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment mon corps de métier principal. Je suis un intermittent du spectacle, un saltimbanque qui donc va sur les plateaux de cinéma pour faire des photos et donner envie au public d'aller voir un film. Tu dis Astérix et Obélix, ça veut dire que tu as été en Chine pour le tournage ? Alors non, nous n'avons pas été en Chine à cause du Covid. Tout a été tourné en France métropolitaine. Et donc voilà, donc tout le film était vraiment tourné entre Paris et un petit peu en Auvergne. On va dire que c'est la magie du cinéma. C'est ça. D'arriver à faire croire qu'on va dans l'empire du milieu alors qu'on n'a pas quitté la région parisienne. Et puis avec les effets spéciaux, on peut faire beaucoup de choses maintenant. Donc c'est vrai que ce qui n'est pas forcément simple pour moi du coup sur ce genre de plateau-là, parce qu'avec les effets spéciaux, moi je suis souvent assez battu.
mais j'arrive toujours à sortir quelque chose. C'est marrant parce que quand j'ai préparé la discussion, je vois un petit peu la manière dont tu travailles et donc que tu prends les photos des acteurs en situation et tout. Et je me disais, le pauvre photographe qui fait les photos des films Marvel où c'est des mecs en demi-costume devant un fond vert. Qu'est-ce qui doit s'emmerder derrière à corriger tout ça et à refaire. Je sais même pas s'il y a réellement un photographe, si c'est que des images de synthèse en fait assistées par ordinateur. Effectivement, on va en reparler, mais notre métier est un peu en danger à cause de ce l'on appelle les photogrammes, c'est-à-dire des copies écran de la caméra. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à dire sur certaines images, on prendra un photogramme parce que toute la post-prod a été faite, c'est vraiment l'image du film. Et en soi, c'est pas forcément idiot. Sauf que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'un film est tourné en 24 images secondes. Un metteur en scène réfléchit avec donc du mouvement, avec une caméra qui bouge, avec une mise en scène qui va vraiment être dans le mouvement. Alors qu'une photographie, c'est une image arrêtée. Et donc, c'est absolument pas la même façon de voir les choses. Donc, ça peut fonctionner. Il y a des photogrammes qui peuvent fonctionner. Mais si on est un petit peu exigeant quand on fait de l'image, on se dit qu'effectivement la photo et le photographe et l'œil du photographe sera beaucoup plus exigeant et sortira des choses forcément largement meilleures. Mais pour ça, il faut avoir cette culture-là. Il faut vraiment y réfléchir. Et puis il y a aussi bien évidemment une question de qualité, hein, même si on fait de la 8K, on n'aura jamais la même photo qu'un photographe avec son plein format. C'est clair. C'est un peu technique, sans rentrer dans une technique très poussée. Mais un photogramme ne pourra jamais être à la hauteur d'une photo. Et c'est en ça où j'ai tendance à dire, si on défend une certaine qualité, si on a une certaine exigence de l'image, on doit encore prendre des photographes plateau pour cette raison-là, pour éduquer aussi l'œil du grand public, pour que le grand public puisse arriver à faire la différence grâce à des photographes de talent. Et pour ça, il faut aller les rechercher. C'est génial que tu viennes de dire ça parce qu'en fait, l'épisode qui t'a juste précédé, qui est Pauline Goyard, elle avait une phrase qui était « Si tu ne te définis comme photographe que par ton matériel, t'es très très mal barré ». Et tu viens de dire la même chose en fait différemment. Mais c'est assez révélateur. Et c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais c'est quelque chose qui est très récurrent dans nos métiers. C'est-à-dire que moi, souvent, on a tendance à me dire, là, dernièrement, j'utilise un des derniers boîtiers Alpha qui est assez cher. Et donc, tout de suite, on va me dire, ah, t'as le dernier boîtier Alpha qui est génialissime, tu dois faire des super photos avec. Oui, bien évidemment. Mais ce que j'ai souvent tendance à dire aux gens, et encore plus moi qui viens du milieu du cinéma, leur dire, écoutez, vous savez, tous les films que je fais, j'ai la meilleure caméra du monde. Est-ce que c'est pour ça que le film que l'on va faire va être un des meilleurs du monde? J'ai fait beaucoup de films qui n'étaient pas tous extraordinaires. Et quand on regarde d'ailleurs le nombre de films qu'il y a à l'affiche au cinéma, il y a quand même certains films qui sont quand même vraiment mauvais. Et pourtant, nous avions la meilleure caméra du monde, avec les meilleures optiques souvent du monde, avec des techniciens qui étaient tous très forts. Avec les meilleures lumières la du même monde. chose avec la meilleure lumière du monde. Donc voilà, donc en fait, le matériel, c'est vraiment un peu, c'est comme un pilote de Formule 1, il y a un vrai talent de conduite, même si effectivement la voiture est importante, mais le talent du pilote est très important, et c'est exactement pareil pour la photographie ou pour un réalisateur. Alors ce que tu viens de dire, ça cadre très bien avec un autre de tes rôles, qui est d'être président du PFA. Alors, j'ai oublié la signification de PFA, tu vas peut-être nous éclairer. Oui, c'est photographe, film associé, donc photographe film associé. C'est une association, ce n'est pas un syndicat, on n'a pas cette puissance encore, mais c'est une association qui a été créée il y a plusieurs années par un regroupement de photographes qui font aussi bien la télévision que du cinéma. Donc il y a un petit peu tous les profils dans cette association. Je vous encourage vraiment à aller voir les différents talents qui sont dans cette association. Et l'idée de cette association, c'était surtout de montrer aux autres photographes les tarifs que l'on met en place pour défendre les tarifs qui sont de plus en plus discutés dans beaucoup de métiers de la photographie, et le cinéma n'y échappe pas. Chaque fois qu'on commence un film, c'est une guerre souvent pour essayer d'avoir un tarif à peu près correct. Et cette association, elle est vraiment là pour ça, pour répondre à ça, pour aussi mettre en lumière les photographes, pour dire plusieurs photographes existent, vous pouvez faire appel à eux et on peut se remplacer les uns les autres parce qu'on a une espèce de charte. Et aussi faire appel à de nouveaux talents et de nouveaux photographes, de jeunes photographes qui auraient des questions, même si pour rentrer dans cette association, il faut avoir un certain nombre de films, il faut avoir une certaine expérience, mais ça n'empêche pas la discussion, ça n'empêche pas l'ouverture à de jeunes photographes qui se poseraient des questions sur ce métier-là. C'est une bonne philosophie.
Et j'étais hyper heureux et ému quand mes pairs m'ont élu à la tête de cette association, parce que beaucoup de photographes de cette association me font rêver, sont de grands photographes de cinéma. Je peux en citer un, par exemple, Luc Roux, qui est un très très grand photographe, qui fait partie de cette association, qui maintenant est membre d'honneur, qui travaille plus trop, mais ça fait plaisir effectivement d'avoir ce genre de photographe à côté de vous qui vous porte pour essayer de parler un peu au nom de tous et de défendre ce métier qui est un métier extrêmement, extrêmement beau et qui me fait vibrer. En tout cas, c'est une belle reconnaissance de ton investissement dans tout ça. Exactement. J'ai noté également, ça on va revenir un petit peu dessus après, mais tu es ambassadeur Sony, donc tu as accès aux derniers joujoux les plus sophistiqués, ça doit être bien bien cool. Ouais. Et tu en parles discrètement, voire tu n'en parles pas réellement, mais on voit les photos, tu fais de la photo underwater aussi. Oui, Et, c'est ce c'est un qui m'a sujet. amené à la photographie. Ouais. C'est la photo sous-marine qui m'a amené à devenir professionnel après dans la photo, sachant que j'ai commencé quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiant et qu'on m'a prêté un appareil photo argentique pour aller sous l'eau. J'étais déjà prof de plongée. Ouais. Et ça a tout de suite été un amour pour la photographie. Donc c'est vraiment mon corps de formation. Je suis autodidacte et je suis autodidacte en étant passé par la photo sous-marine. D'accord. C'est un vrai cheminement. T'as pas commencé par le plus simple, ça c'est une Non, certitude. voilà. Et en argentique en plus à l'époque. En plus, ouais. Mais on a déjà reçu Alison Boone en tant que photographe underwater. Elle n'est pas que photographe de mariage, elle est aussi reconnue dans ce domaine-là. On reviendra un petit peu sur ce sujet un petit peu plus loin dans l'épisode, mais c'était important de le mentionner en intro dans tes différents talents. Si on parle de ta philosophie photo, est-ce que tu as des inspirations, des photographes, des livres, des photos qui te parlent plus que d'autres Quand je suis arrivé à Paris, j'avoue que donc je venais de vivre 10 ans en Martinique et je suis arrivé avec vraiment quelque chose de très naïf, très neutre, très vierge en fait. J'étais vraiment vierge, j'avais aucune influence, j'avais juste cet amour de la photographie que je pratiquais essentiellement sous l'eau, que je pratiquais en voyage, mais vraiment loin de tout en fait. C'était un peu mon petit cocon à moi. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite été confronté au fait qu'on me dise, voilà, tu arrives de Martinique, tu crois que tu vas faire du cinéma, de la photographie, il y a beaucoup de concurrence. Donc là, j'ai commencé effectivement à me dire, il faut que je me cultive un petit peu. Déjà au niveau cinématographique, j'avais vraiment pas une très bonne culture cinématographique, donc j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma. Et ensuite, j'ai commencé effectivement à regarder quelques livres. Il faut se remettre dans le contexte. Je suis arrivé il y a 12 ans à Paris, il n'y avait pas encore Instagram. Il y avait un peu Facebook, mais c'était pas comme maintenant. Et donc voilà, donc on se plongeait un peu plus quand même dans les livres. Et donc j'ai commencé à regarder du Cartier-Bresson, j'ai commencé à regarder du Willy Ronis, parce que j'ai commencé la photographie par le noir et blanc, par des pellicules en noir et blanc. Et c'est des photographes qui m'ont tout de suite parlé dans leur façon de travailler, dans ce qu'ils défendaient dans leur photographie, et dans leur noir et blanc, dans lequel je me retrouvais ainsi un petit peu dans les pellicules que j'avais pu utiliser avant, qui étaient des pellicules avec des noirs et blancs très contrastés, des noirs très noirs, avec des blancs très blancs. Et après, vers le cinéma, je me suis tourné vers Eve Arnould. Je me suis tourné après vers des photographes français, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Luc Roux, tout ce genre de photographes de cinéma qui m'ont pas mal influencé. Et puis, après, ça a été comme je pense que j'ai fait avant, c'est-à-dire ça a été très instinctif. Ma façon de travailler est très instinctive. Et quand j'ai commencé sur un plateau de cinéma, quand on m'a laissé ma chance au bout d'un an où je suis arrivé à Paris, c'est ça qui est assez incroyable, mais tout a été fait avec l'instinct. Donc je pense que j'ai pas eu de grandes influences parce que tout a été fait d'une manière très instinctive avec ce savoir-faire de la plongée sous-marine que j'ai amené sur un plateau de cinéma et qui m'a fait d'ailleurs travailler très vite parce que je pense que c'est un atout d'avoir cette formation-là par rapport à la façon d'être sous l'eau qui est exactement la même sur un plateau de cinéma. Mais c'est comme tout en fait, il suffit de faire. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se développe soi-même, plus qu'en regardant ce qu'ont fait les autres. Et puis il faut imaginer qu'un Martiniquais qui arrive à Paris, pour moi c'était incroyable. C'est-à-dire que je découvrais une grande ville. Avant d'habiter en Martinique, j'habitais dans un tout petit village à côté de Bordeaux qui s'appelle Saint-Médard-en-Jalles. Voilà, j'étais à l'université à Talence, j'étais surfeur, plongeur, donc je passais plus de temps à l'océan que dans la ville. Donc voilà, arriver à Paris, prendre le métro, pour moi c'était incroyable, c'était des expériences incroyables. J'étais fou de jazz, j'allais dans des boîtes de jazz faire des photos de vieux jazzman. Je déambulais dans les rues de Paris pour faire des photos de scènes de vie que je trouvais dingues. Le premier hiver où j'arrive, il y avait la neige à Paris, assez fou pour moi.
même si c'était dur au niveau du climat. Oui, c'est sûr que quand tu arrives de Martinique, ça doit faire bizarre. Voilà. Mon premier hiver a été vraiment, tout Martiniquais, je pense, qui arrive en métropole et qui passe son premier hiver, le vit d'une manière assez compliquée. Et ça a été le cas pour moi. Mais voilà, il y avait beaucoup de stimuli, quoi. C'est-à-dire que dès que je sortais dehors, c'était incroyable. J'ai été tout de suite touché, par exemple, par des SDF, donc j'en ai fait un projet aussi photographique. J'ai été touché par plein de choses et ça m'a nourri dans ma photographie. Et si je reprends un peu ce que tu as dit aussi au début, qui est intéressant, moi je crois vachement à la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire un podcast, peut être photographe, il peut être cuisinier, il peut être, il peut faire plein de choses et tout va servir à une femme ou à un homme en fait pour être bon dans son corps de métier en fait. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Tu peux trouver des choses mais absolument partout, c'est absolument dingue. Moi en ce moment je suis très sur l'ombre et la lumière. Et j'ai acheté il y a quelques jours Le Chat du Rabbin, tome 11 de Johann Sfar, qui est donc une bande dessinée. Johann Sfar a un style très marqué, très, très, très appuyé, tu reconnais entre mille. Et il y a une image, je vais voir si j'ai le droit de la mettre en copie dans l'article qui accompagnera le blog. Je ne promets pas de le faire parce que je ne sais pas si j'aurai le droit de le faire et par principe j'essaie de respecter le droit des autres parce que j'aime pas qu'on respecte pas le mien. Mais il y a une image où justement tu vois la maîtresse du chat dos à une fenêtre et il a réussi à rendre la lumière et l'ombre et c'était incroyable. Je me suis arrêté sur cette image, bloqué, et je me suis dit j'ai sûrement un truc à apprendre là-dedans. Tu vois, et c'est une BD, c'est pas une photo, quoi. C'est quand même fou. En plus, Johann Sfar a fait quand même un super film sur Gainsbourg aussi au cinéma. Au-delà de ça, oui. Lui est multidiscipline. Il est vraiment voilà, et même dans ce qu'il a essayé, moi j'ai travaillé avec lui sur un court-métrage Adami. Ce sont des courts-métrages qui vont au Festival de Cannes chaque année avec des jeunes acteurs très prometteurs. Ils sont passés, Pierre Ninet et plein d'autres, par exemple. Et sur le court-métrage qu'il avait entrepris, c'était un court-métrage qui était assez ambitieux, qui était il est de toute façon très ambitieux dans tout ce qu'il fait, et son court-métrage, j'étais très heureux de travailler avec lui parce que c'est vraiment un vrai créateur. Il est tout le temps en recherche sur un plateau. On avait bossé avec mes appareils photo, c'était assez marrant. On avait tout tourné avec un petit Sony, et c'était de l'aquatique. Il y avait de l'extérieur et de l'aquatique. Donc il m'avait embauché pour faire toute la partie aquatique. C'était assez intéressant. En tout cas, c'est un mec très intelligent. J'aimerais bien qu'il fasse de la photo pour avoir une excuse pour l'inviter. Là, je pense que je pourrais difficilement justifier d'inviter un dessinateur, mais encore que je suis sûr qu'il y aurait des choses très intéressantes à apprendre de lui. Si je te demande qu'est-ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton et faire la photo? Ce qui me fait déclencher, c'est l'émotion. Donc à la lecture d'un scénario et aux séquences que je relève sur le scénario qui sont importantes à faire et sur lesquelles je vais venir, donc les jours où je vais être présent, je sais déjà les émotions qui vont m'intéresser. Donc ça, c'est vraiment pour moi le principal, c'est ça. Et après, c'est être surpris aussi, parce que malgré qu'on ait lu un scénario, malgré que il y a une mise en scène, on a toujours quelque chose qui peut nous surprendre sur un plateau de cinéma. Ça peut être dans les photos backstage, ça très clairement, parce que là, ce n'est que de ça. Et même dans le jeu, des fois, il peut y avoir des choses assez surprenantes. Donc, ça va être ces deux choses-là principalement qui vont orienter le moment où je vais appuyer. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, comme tu as accès au script, tu sais à peu près ce qui va se passer. Donc, ça te permet de te positionner, ce qui est une vraie différence par rapport à tous les autres photographes qui n'ont que rarement une idée de l'endroit où l'action va se dérouler en fait. Toi, tu peux l'anticiper. Moi, je peux. Oui, voilà. Après, je pense que dans d'autres métiers, comme par exemple, je pense à un photographe de mariage, quand on est à la mairie, quand on fait la sortie d'église, on sait à peu près, mais il y a toujours une part de surprise, et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Moi, ce qui est vraiment dingue, c'est que c'est écrit, qu'on répète. Donc il y a des choses qui sont quand même assez cadrées, mais malgré ça, il y a toujours quelque chose qui peut être là. Par exemple, sur Astérix Obélix, il y a eu, selon les plans, il y avait des acteurs qui étaient des fois dans des impros complètement dingues. Je pense à José Garcia, qui nous surprenait de plan en plan, par exemple, ou Cassel. Donc c'était assez dingue, quoi. Donc au niveau du déclenchement, j'ai beaucoup déclenché. D'accord. Oui, il y avait de quoi faire en même temps. Il y avait des telles personnalités que là, ça doit être du petit lait. Justement, si on parle du plateau, c'est quoi ton rôle sur le plateau? Est-ce que tu es très présent ou est-ce que justement tu essaies d'être invisible? Alors moi, dans ma façon de fonctionner, très personnellement, je suis vraiment invisible. Là encore, le film sur lequel j'étais hier,
avec José Dayan, la réalisatrice. J'ai commencé à 9h et à midi, à un moment, elle dit « Mais il est où Christophe Brachet ? Je le vois pas. » Et du coup, je dis « Si, je suis là, José. » Mais vous venez d'arriver. Elle me dit parce qu'elle vous voit tout le monde, José Garcia, sur un plateau de cinéma. Je dis « Mais non, José, je suis là depuis 9h. » Ah ben, ça c'est tout vous, toujours dans la discrétion. Hein. Donc voilà, donc ça pour moi c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Donc ça c'est vraiment, je pense, la marque de fabrique de beaucoup de photographes de plateau, et je pense que celui qui est vraiment le plus discret, qui est un vrai chat, c'est un énorme avantage en tout cas sur un plateau, parce que pour en avoir encore discuté avec des techniciens hier sur le film sur lequel j'étais, eh bien des fois ils sont confrontés à des photographes qui ne le sont pas, et c'est très pénible. Ouais. Le Machino, j'en ai parlé avec le Machino par exemple et avec le Perchman, qui m'ont dit on a travaillé avec un photographe, il se mettait pas où il fallait, il me gênait dans mon travelling, il me gênait dans telle et telle chose, et ça c'est pas bien quoi. Tu dois pas être un obstacle en fait. On doit surtout pas être un obstacle. C'est toute la difficulté de notre métier, c'est d'arriver à trouver sa place sans gêner personne et d'être dans un axe qui va être intéressant pour faire une photo, sachant que le meilleur axe est souvent pris par la caméra. Ouais, ça, mécaniquement. Mais j'ai tendance souvent à dire le meilleur axe est pris par la caméra pour le mouvement. Donc on peut toujours se dépatouiller pour avoir un bon axe, et on peut toujours demander, comme ça se faisait très largement avant, est-ce qu'une scène soit refaite pour la photo. Il faut savoir le demander, à quel moment le demander, mais le photographe a cette possibilité-là de refaire faire une scène, et des fois même de faire des choses posées dans la lumière avec les acteurs qui vont faire du face caméra. Comment tu gères le fait que tes photos doivent correspondre en fait à l'image du film? Il y a quelqu'un qui a défini une identité visuelle, ce quelqu'un n'étant pas toi a priori, c'est le réalisateur. Oui, exactement. Il y a vraiment une direction artistique qui est faite par le réalisateur et le chef opérateur. Je dois respecter effectivement cette ligne éditoriale un petit peu, mais on me laisse quand même toujours beaucoup de liberté, parce que souvent ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image d'un film, elle va être donc très importante, elle va être travaillée, mais après elle n'est pas forcément faite pour de l'édition. Je prends un exemple très simple. Si des fois je fais exactement la même chose que le film, qui va être très dark, sous-éclairé, ça va pas fonctionner si la photo sort dans Paris Match, parce que c'est pas un papier d'art en fait. Ouais. Sortir une impression de très bonne qualité. Donc je vais moi être obligé par exemple de surexposer un peu plus mes images. D'accord. Donc c'est aussi ça l'importance d'un photographe plateau, c'est que lui il réfléchit toujours en termes de marketing et en termes de comment est-ce que l'image va être utilisée. C'est en ça où des fois d'ailleurs je me défends comme ça vis-à-vis d'un chef opérateur ou d'un réalisateur en disant oui, là je suis plus lumineux que toi sur cette séquence-là, parce que si on veut utiliser les images correctement, si elles sont trop sombres, ça va être compliqué à être utilisé. Alors sur les réseaux sociaux, ça pourrait l'être, mais moi c'est surtout quand je pense à de l'édition, où ça m'est arrivé effectivement quand j'avais pas fait ça, d'avoir une édition où c'est pas bien tiré, et du coup ça dessert le film. Donc il faut toujours réfléchir comme ça, et des fois être dans la proposition sur Astérix Obélix. Pour vous prendre cet exemple-là, ça va être l'identité visuelle de ce film-là se veut dans la lignée de Tigre et Dragon de 2000, des années 2000, qui est un film très dans les bleus, qui est très contrasté, et c'est une comédie. Donc Astérix Obélix. Donc j'ai fait une proposition de colorimétrie un peu différente, qui se rapproche d'ailleurs un peu de la BD, avec des tons très très chauds, très très chauds. Donc on va voir si c'est retenu ou pas. Donc on a aussi cette liberté de pouvoir faire des propositions, parce que je pense que la photo de plateau, elle est là pour donner envie. Si on n'est pas tout à fait dans l'ambiance lumineuse du film, sans trop tricher bien évidemment, on ne nous en voudra pas. Il faut toujours penser à ce qu'une photo, elle doit surprendre. Et la première chose qui doit surprendre, c'est l'émotion qui traverse la photo. Et puis la première qualité de ta photo, c'est la première qualité d'une bonne image, de savoir à quoi elle va servir aussi, quoi. Oui, exactement. Et que dans cette émotion, ça résume le film. C'est-à-dire qu'on donne la tonalité de ce que sera le film. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La couleur est très importante, bien évidemment. La colorimétrie est très importante. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, je pense. Et le spectateur ne nous en voudra pas. Et c'est des choses sur lesquelles il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus. Pour l'instant, il n'y a pas une grande réflexion là-dessus, sur le retour des images que nous, on peut avoir photographes. Et c'est en ça où il faut que on monopolise plus les producteurs, les réalisateurs, pour leur dire voilà, il faut qu'on passe un peu de temps sur ces images pour les regarder ensemble, et que quand on sort une sélection, qu'on en soit vraiment fier. Moi, j'ai souvent vu des sélections de photos, je pense à OSS, qui n'étaient pas forcément les meilleures du monde.
Ce qui m'est donc arrivé de rappeler un acteur, là, sur OSS, de rappeler Pierre Ninet pour lui dire, je pense qu'ils n'ont pas sélectionné cette photo de toi. Donc, je lui ai envoyé une sélection de photos, il a refait une sélection, par exemple. Donc, mais ça, c'est lié au fait que quand on fait les photos, après, elles sont mises sur un disque dur, ils les regardent, des fois, je pense en diagonale, ils font leur sélection et ne nous rappellent pas, quoi. Alors qu'on devrait revenir vers le photo. Ils y accordent moins d'importance que toi. Bien évidemment, ils comprennent moins. Je pense qu'en France, on a encore beaucoup de progrès à faire sur ça. C'est-à-dire que les États-Unis, les anglo-saxons sont des machines de guerre sur la communication. Nous, on est encore à des années-lumière de ce qu'ils peuvent faire. On le voit de toute façon dans comment est-ce que les films sont préparés et vendus en France. Vous avez les Américains, quand ils arrivent, ou même maintenant les plateformes, ils arrivent avec, si vous regardez les visuels des Peaky Blinders, si vous regardez ce qui a été fait dernièrement sur le dernier James Bond, moi, OSS, j'étais pas du tout à la hauteur des photos qui ont été faites sur James Bond. Mais parce que le photographe de James Bond, il était là tous les jours sur le plateau, et que moi, sur OSS, sur 60 jours de tournage, j'ai été là que 8 jours. D'accord, oui. Donc on peut pas avoir le même rendu, en fait, on peut pas avoir la même exigence, ce qui est tout à fait normal. C'est pas le même investissement. Moi, ce que je regrette, c'est pas le même investissement. Alors, on veut faire des économies, je peux l'entendre, mais par exemple, sur OSS, pour revenir sur ce cas qui est un cas qui est très concret et qui est très intéressant, il manque des photos d'action d'OSS. Et si vous allez voir sur les réseaux sociaux, aussi bien de Jean, ils ont d'ailleurs créé un nouveau compte Instagram où il y a des photos backstage, un petit peu des tournages, c'est là où vous voyez que c'est des photos faites à l'iPhone en Afrique, parce que je ne suis pas parti en Afrique pour faire les photos. D'accord. Et pourtant, en Afrique, c'est là où il y avait une bonne partie des scènes d'action qui étaient tournées. Donc les choses intéressantes à photographier. Voilà, donc on a des photos qui pour moi sont pas... Enfin voilà, vous regardez juste les photos de James Bond à côté, vous vous dites, oui, on joue pas dans la même cour. On n'avait que 18 millions pour faire OSS, on n'avait pas autant de millions que pour James Bond, mais c'est pas non plus le même film. Ouais. On va pas se mentir. Il y a quand même un peu plus de scènes d'action dans James Bond qui coûtent beaucoup plus cher, donc c'est normal qu'il y ait plus d'argent. Mais encore une fois, j'en reviens toujours à l'exigence, c'est-à-dire que si on veut être exigeant, si on veut regarder le travail, par exemple, moi que j'adore de Tarantino sur les films de Tarantino, et c'est Andrew Cooper, son photographe plateau, si vous regardez son travail, c'est complètement fou, quoi, ce qu'il fait. Et parce que Tarantino, il s'y connaît un petit peu en action. Ouais. Donc, il a un travail photographique à côté qui est à la hauteur de ce qui se fait. Et pour revenir à OSS, eh bien, on est très pauvre en photos d'action. Donc, il y a un photogramme qui a beaucoup tourné de Jean et de Pierre Ninet, avec Pierre Ninet d'ailleurs qui met son flingue. Donc, la photo est floue parce que c'est un photogramme. Donc, les gens comprendront bien qu'un photogramme, c'est donc une copie écran de la caméra et que donc la caméra travaille à un shutter, que quand il y a du mouvement, le mouvement est flou. Ouais. C'est pour ça que les photogrammes sont très limités. Donc voilà, quand on a dit ça, on a un peu tout dit, c'est-à-dire que c'est un peu dommage sur ce genre de film de ne pas avoir des images de qualité. Et si on fait juste un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire récemment, avec la mort de Jean-Paul Belmondo, regardez le nombre de belles photos qu'il y avait de Jean-Paul Belmondo, qui s'y connaissait un tout petit peu aussi en action, un peu comme Tarantino. Et donc, on n'aura pas ça sur un film comme OSS. Et c'est bien dommage. Ce qui est donc, dommage. Dans l'histoire du cinéma, il faut aussi le remettre dans le contexte. La photographie plateau sert aussi pour l'histoire du cinéma. Quand on voudra ressortir certaines images dans 40 ans, on aura très peu de choses. On n'aura pas, en tout cas, autant d'images qu'on avait de Jean-Paul Belmondo en action. Et c'est en ça où je lutte, où j'essaye de fédérer les gens, j'essaye de faire prendre conscience aux producteurs que cet argent à aller chercher pour embaucher un photographe, c'est leur travail. Et ce travail sera facilité s'ils arrivent à avoir les bons arguments auprès des financeurs pour dire, voilà, il faut qu'on ait un photographe plateau beaucoup plus de temps sur un plateau de cinéma pour l'histoire du cinéma et surtout pour vendre notre film et être à la hauteur de ce que font les autres à côté de nous, parce que ça reste de la concurrence. Quand il y a 15 films qui sortent par semaine, quand vous avez des machines de guerre en face avec des super visuels et des super photos, on ne peut pas mettre en face un photogramme flou. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Quand je vois le nombre d'acteurs français que je suis sur les réseaux sociaux où il ne devait pas y avoir de photographes plateau qui font des photos du retour du combo avec leur iPhone qu'ils ont dû prêter au maquilleur et que du coup c'est le maquilleur qui fait le retour combo de l'acteur qui est en train de tourner, je me dis on en est quand même là, quoi. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment grave et qui ne va pas vers porter les choses vers le haut que devraient être les métiers artistiques comme le cinéma, comme le 7e art, qui doit montrer l'exemple, en tout cas.
Oui, tu vois, tu disais, enfin, tu fais les souvenirs du cinéma, mais en fait, la photo en général, c'est des souvenirs en général. Oui, Tu appliques à ton domaine ça, mais la réalité et quiconque vend des photos à n'importe qui, quand tu vends un portrait à quelqu'un, quand tu vends des photos de mariage, quand tu vends des photos d'un événement, quand tu vends, en fait, tu le vends en immédiat. C'est peut-être ça l'erreur qu'on fait en fait quand on vend les photos. On les vend comme un service immédiat, alors qu'en fait, on vend le souvenir, hein. Et les gens sont peut-être pas toujours conscients qu'on leur vend le souvenir. Moi, je me suis fait tirer le portrait il n'y a pas très très longtemps et j'ai pas encore intégré. Déjà, j'ai pas l'habitude de me faire tirer le portrait, ce qui est quand même très con pour un photographe parce qu'on devrait tous passer devant l'objectif régulièrement, c'est mais on le très fait important. pas. J'ai pas encore intégré cette dimension de dans 10 ans, je regarderai ce portrait en me disant bah, c'était moi il y a 10 ans. Et peut-être dans 20 ans et peut-être dans 50 ans, c'est mes enfants qui regarderont cette photo-là ou mes petits-enfants qui regarderont cette photo-là et qui n'auront peut-être plus que ça pour voir à quoi je ressemblais en fait. Mais Mais bien évidemment, on le vend pas dans ce comme que ça tu en dis, fait. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Et donc, en fait, ce que j'ai souvent tendance à dire aux gens, en fait, on est tous responsables de ce qui se passera dans le futur. C'est Mm. notre responsabilité à Ouais, nous pour nos enfants. Et, et si on regarde juste ce qui se faisait avant, et moi j'en ai trouvé plein des photos de mes grands-parents, nos grands-parents allaient voir des photographes et tiraient des ouais. photos. Actuellement, on ne tire plus de photos, par exemple. Et c'est bien dommage. Donc je pense qu'il faut faire cet exercice d'aller voir un photographe, de prendre du temps pour soi. En plus, ça peut faire souvent faire un peu de bien à son ego, et surtout pour laisser une trace qu'on va développer, qu'on va mettre en papier, qu'on va mettre dans des albums. Mm. En plus, maintenant, vous avez plein de formules même pour faire des albums photos directement. Donc, pour moi, ça fait partie des choses que l'on doit léguer et des choses que des parents doivent avoir en eux pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour l'histoire, pour qu'il y ait quelque chose qui reste. Enfin, on l'a tous vécu de retrouver des photos de famille qui sont super vieilles et d'être très heureux de les avoir. Mm. Donc, si demain notre iPhone il meurt et qu'on a toutes nos photos dans notre iPhone et qu'on les a pas sauvegardées, ben c'est foutu quoi. Et ça pour moi c'est quelque chose de culturel et c'est quelque chose qui devrait être ancré dans beaucoup de familles, Mm. mais qui est en train de se perdre actuellement. Donc c'est très important d'en parler. C'est très facile de le faire, quoi. Je veux dire, on est dans une civilisation qui est en constante évolution, qui est de plus en plus intelligente, avec des nouvelles générations qui baignent dans le numérique et qui ont un accès à une culture quand même qui est grandissante. Donc je pense que c'est assez simple de mettre ce genre de choses-là en place. Et en tout cas, moi, j'y crois. Il faut juste éduquer les gens. C'est Exactement. un petit peu le problème. On a un petit peu dérivé de notre sujet initial, mais c'était hyper Pardon. intéressant. Donc, je t'ai poussé dans cette direction quand même. Ouais. Si on revient un petit peu à notre point de départ, donc tu disais que ben, tu as un cahier des charges à respecter qui n'est pas forcément défini par toi. La question que moi je me posais par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu fais pour te fondre dans ce moule en apportant ta touche personnelle, puisque si tu ne fais que te fondre dans le moule, bah, tu as un peu le problème que tous les photographes ont, en tout cas que des boîtes comme Miro essaient de créer, qui est qu'on est interchangeable, puisque bah, on fait tous la même chose sur commande. Comment est-ce que on apporte quand même quelque chose de personnel qui fait que bah, les gens continuent à t'appeler toi et pas un autre qui sera moins cher? Je pense que ce qui est beau dans ce métier de la photographie, c'est que c'est un œil en fait. Et l'œil qu'il va y avoir de chaque photographe va plaire ou pas aux gens qui vont nous employer. Et moi, ce que j'essaie de défendre, en tout cas dans ma photographie, c'est une photographie qui est donc sur un plateau de cinéma qui est très connu dans le cinéma pour, en tout cas moi, je suis connu pour ça, pour ma discrétion, Mm. et dans la capacité, dans cette discrétion-là, à sortir des clichés qui sont vraiment dans l'émotion du film. Et là, j'ai encore une discussion avec Canet il y a pas longtemps où il m'a vraiment dit sur son dernier film, lui, qui est sorti il y a pas longtemps, franchement, je suis venu peu de jours, il m'a dit en peu de jours, tu as réussi à capter des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le nerf de la guerre et c'est ce qui a fait que j'ai aussi travaillé assez rapidement. Et après, j'ai ma façon à moi de travailler. C'est une façon très particulière, hein. Je dis absolument pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, j'ai ma façon à moi de faire où je travaille quasiment sans aucune retouche. J'essaye que ma photo à la prise de vue soit très bonne. Je défends aussi cette idée dans la photographie de dire on est encore capable de nos jours de faire des bonnes photos sans Photoshop, parce que même des fois, quand moi je vois une photo, je me dis quelle est la part de Photoshop dans ce ciel, dans cet ajout de trucs ou de machins, de je ne sais quoi. Je trouve que c'est assez beau, et encore plus quand on fait du cinéma, d'avoir quelque chose dans un cinéma qui peut être engagé, par exemple, de très naturel, pour défendre ça en tout cas.
Et c'est aussi en ça que j'ai développé des techniques sur des plateaux de cinéma où je vais donner des photos aux acteurs le jour même. D'accord. Donc je m'envoie mes photos sur mon téléphone portable, je leur fais des airdrops. Donc c'est une façon de travailler qui m'est vraiment propre. J'en parle pas mal avec mes collègues de ma façon de travailler parce que je pense qu'elle est intéressante dans le sens où on prend conscience tout de suite de la photo. C'est-à-dire que avant notre travail, moi ce qui me frustrait dans mon travail, c'est que je fais des photos, elles sont vues 6 mois après le tournage par les acteurs pour être validées, et donc ils vont aimer ou pas aimer. Mais s'ils n'ont pas aimé, c'est bien évidemment trop tard puisque le tournage est bien évidemment fini. Donc cette façon de travailler là que j'ai changé un peu et qui m'est venue parce qu'un jour j'ai fait un film avec Adjani et que dans son contrat, c'était prévu que je passe du temps dans sa loge pour valider les photos sur le boîtier et les effacer, celles qui n'allaient pas sur le boîtier. Je me suis dit, c'est génialissime. Mais c'est parfait de m'accorder ce temps-là le jour même pour voir si ça va ou si ça va pas et de le rectifier le lendemain. Donc, cette façon-là de travailler, elle a aussi beaucoup plu à certains acteurs parce que ils pouvaient aussi, par exemple, un truc tout bête, mais poster des photos sur des réseaux sociaux, chose qui se faisait pas avant. Alors qui faisait peur d'ailleurs, ça, au début où on l'a fait, je sais, avec Dujardin, ça faisait peur au producteur. Je me rappelle très bien sur le retour du héros, le producteur qui me dit « Oulala, Christophe, il donne trop de photos à Jean, il pose trop de photos sur le film, ça détruit le film. » Et j'ai essayé de leur dire « Non, je pense pas en fait. Si c'est fait intelligemment, si c'est fait d'une manière correcte, on tease déjà sur le film et on donne déjà envie d'aller voir le film. » Est-ce que ça existe vraiment trop de communication ? En fait, c'est ça. C'est que souvent, quand ils me disent ça, c'est qu'en fait, parce que pendant très longtemps dans le milieu du cinéma, il fallait surtout, quand on tournait un film, qu'il y ait un grand secret autour du film. Ça, c'est un truc que j'ai toujours entendu dire, quoi. Des peurs de fuitage, de choses comme ça, qu'on vende un peu le film trop avant qu'il soit sorti. Donc, j'ai envie de dire, vous savez pas, c'est en une photo, je vais pas vendre un film. Et puis en plus, les gars, je suis désolé de vous dire, on n'est pas en train de faire Star Wars. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est le mythe de Star Wars où il faut surtout pas savoir. Détendez-vous un petit peu. On est bien loin de tout ça et au contraire, je pense qu'on est dans un monde où on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui sont développés. Utilisons-le d'une manière intelligente. On peut commencer à teaser, on peut commencer à parler du film. Comme ça, dans 9 mois, quand le film sortira, les gens se diront « Ah oui, ça avait l'air charmé, j'ai vu des images, ça avait l'air intéressant. » Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à changer. On a beaucoup d'introspection à faire dans ce milieu pour changer une façon de faire qui, pour moi, est un peu vieillissante, où il y a des choses qu'on n'a pas encore bien compris. Mais pour ça, il faut mettre un peu les moyens. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je suis assez optimiste et je milite en ça pour que les choses, elles changent. Et qu'on ait des beaux visuels, qu'on ait des affiches de cinéma, on y reviendra sûrement tout à l'heure, qui soient des belles affiches de cinéma. Pour l'instant, on a quand même des affiches de cinéma qui sont souvent très, très merdiques. On va pas se mentir, c'est quand même pas extraordinaire. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est juste de la remise en cause des photographes en premier lieu et des gens qui nous entourent, avec qui on travaille, où il faut y accorder un tout petit peu plus d'importance. C'est pas je mets un photographe plateau parce qu'il y a besoin d'un photographe plateau. Non, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. Moi qui suis par exemple fan du cinéma de Xavier Dolan, je sais qu'il est très exigeant sur les photos, il est très exigeant sur ses affiches. Je suis désolé, mais ça se voit. Voilà, je vois une affiche de Xavier Dolan, je rêve un petit peu, quoi. Quand je vois des affiches que moi j'ai pu faire, des fois je me dis, je rêve un petit peu moins. Et c'est bien dommage. C'est rigolo ce que tu as dit sur Adjani quand même tout à l'heure, j'y pense maintenant, mais je peux te sortir 20 ou 30 noms de personnes qui auraient hurlé en disant qu'elle était chiante et que c'était pas normal et que truc, et en fait toi tu l'as pris comme une bénédiction, quoi, que quelqu'un s'intéresse. Ah oui, mais moi en plus, parce que c'est de l'intérêt en fait. En plus, Adjani, tu sais qu'Adjani, avant que je travaillais avec elle, on m'avait dit tu verras, elle est chiante, machin et tout. Et en fait, moi, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était une femme déjà incroyable, que j'admire énormément. Je l'ai trouvée incroyable sur le plateau de cinéma, déjà, premièrement, en tant qu'actrice. Et deuxièmement, j'ai trouvé que son exigence sur le plateau, elle était à tous les niveaux, à tous les postes, sur le vêtement, sur le maquillage, sur la coiffure, sur la mise en scène, sur la lumière. Elle sait, en fait, elle connaît, elle a un point de vue. Et donc, sur la photo, elle a la même exigence. Mais c'est génialissime, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça en face de vous parce que elle vous pousse dans vos retranchements. Mais effectivement, pour quelqu'un qui peut être un peu feignant et il va trouver ça peut-être un peu chiant, quoi. Il dit, ouais, non, pour moi, c'est l'excellence, quoi, Adjani. Enfin, moi, elle me fait rêver, cette femme. Elle me fait rêver sur plein de choses. Et je trouve qu'on n'a pas assez de gens comme ça, d'ailleurs. Mais
Je pense que elle vient d'une autre époque, elle a connu vraiment un vrai âge d'or dans le cinéma, et je pense qu'il faudrait des fois qu'on se remette un peu plus en question et qu'on ait la même exigence. C'est bien quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce point à ce que tu fais, Oui, qui voilà. s'investit, il faut t'appuyer dessus plutôt que de dire faut qu'elle arrête, quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis, il y en a plein d'autres. Dujardin, il a cette exigence-là. Ninet, il a cette exigence-là. Bedos, Clapiche, il y a des gens qui ont encore beaucoup d'exigences et qui vont regarder ce que vous faites vraiment et qui vont pouvoir vous dire. Moi-même, j'adore quand on dit que c'est pas bien, en fait. Ouais. Moi, je suis super heureux quand quelqu'un va critiquer ce que je fais. Moi, le premier, des fois, je suis très étonné quand j'ai fait un film. Parce que quand on fait un film, on entend parler des rushs tous les jours. C'est-à-dire que les rushs sont envoyés tous les jours et donc on regarde les rushs. Et j'entends souvent des gens qui disent « Oh, j'ai vu les rushs hier, c'est magnifique ». J'entends quasiment ça tout le temps. Et des fois, je vois le film à la fin, je me dis « Mais comment est-ce qu'on a pu dire pendant 2 mois que les rushs étaient magnifiques quand je vois le film que c'est ?» Parce qu'on avait une super caméra et une super lentille. Voilà, c'est ça. Je me dis « Mais c'est extrêmement faux cul quand même ». Donc moi, non, au contraire, moi je pense qu'il faut être très honnête. Et encore plus quand on a cette chance d'être avec du numérique de nos jours, on ne travaille plus en argentique, on a la chance de pouvoir refaire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc allons-y, soyons créatifs, soyons exigeants et n'ayons pas de langue de bois pour pouvoir dire les choses comme on a envie de les dire. En tout cas. Alors justement, tu parlais justement des différents types de photos et de la communication. Tes photos, tu as plein de choses différentes à faire sur le tournage. Comment, entre autres, les photos d'illustration, les photos de backstage qui ne sont pas la même chose, les photos des affiches, comment tu passes d'un état d'esprit à l'autre? Parce que ce n'est pas le même état d'esprit de faire des photos d'illustration, de passer au backstage, de passer tout d'un coup à faire poser ou à faire refaire une scène devant toi avec quelqu'un qui va être spécifiquement là pour toi. Comment tu passes d'un état d'esprit à l'autre pendant la même journée, en fait? Puisqu'en plus, tu viens de dire que tu n'es pas là souvent, donc tu dois tout faire en même temps, quasiment. Oui, exactement. Comment ça se passe? C'est ça qui est de plus en plus difficile dans le métier. C'est que vu qu'on est là de moins en moins souvent, en peu de temps, il faut qu'on ait un maximum de matière. Et c'est vrai qu'un photographe plateau, il est aussi bien portraitiste que photographe vraiment de scène, photographe reporter. Donc il fait plein de métiers différents en fait finalement. Mais c'est ça qui est excitant. Moi, j'arrive assez facilement à passer d'une chose à l'autre, sachant que je fais même des fois des making-of vidéo. Donc, je me mets encore un truc supplémentaire. Parce que moi, j'aime la diversité, en fait. J'aime faire plein de choses très différentes, parce que des fois, je sais que j'ai des limites dans certains trucs, des choses où je suis moins bon. Je sais que dans les photos posées, je suis un peu moins bon, par exemple. Donc voilà. Je m'y mets, je me force, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui me plaît dans mon métier, en tout cas cette variété. Il n'y a pas de journée qui se ressemble. Toutes les journées sont différentes. Malgré que j'ai lu un scénario, il y a plein de choses qu'il va falloir improviser sur le plateau. Il y a plein de créations sur le plateau. Et c'est en ça où d'ailleurs le photographe plateau est créateur de ces images, parce que j'ai eu déjà des producteurs qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas me payer de cession de droits parce que je travaillais sous l'ordre d'un réalisateur qui avait donné des ordres pour la lumière, qui avait donné des ordres pour les costumes, que c'était lui qui contrôlait tout. Sauf qu'il y a moi aussi plein de choses que moi je vais contrôler. Par exemple, moi on me dit pas quelle focale utiliser, à quel diaph je vais travailler, à quelle sensibilité je vais travailler, dans quel axe je vais prendre telle ou telle photo. Donc c'est un vrai acte de création, la photographie. Et c'est en ça où on doit faire confiance à un photographe, parce qu'il a un regard sur un film. Et c'est ça qui est beau en fait. Et ça, c'est pas assez mis en valeur, en fait. Mais c'est pas assez mis en valeur parce qu'on n'y attache pas beaucoup d'importance. Ouais. Et c'est pour ça, souvent, quand les gens n'y attachent pas d'importance, je leur dis souvent, écoutez, vous n'avez pas d'exigence sur ça, prenez votre photogramme. Ça vous ira très bien. Si vous n'avez pas d'exigence et que vous n'avez pas d'argent, c'est du managérisme, en fait. C'est des employés interchangeables. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, moi, je mets les gens devant leur responsabilité. Voilà. Et puis, devant la responsabilité que l'on a aussi en face des gens qui vont voir les films. Moi, maintenant, de plus en plus, j'arrête pas de dire, vous savez quoi, moi, c'est pas mon film. Si ça marche pas, ça sera pas à cause de mes photos, de toute façon, ça sera, je pense, à cause de la qualité du film en premier lieu, quand même. Mais mettons nos chances de notre côté le plus possible et regardez ce qui se fait à côté. Et moi, c'est pour ça que j'en reviens souvent à dire, on est maintenant dans un temps de concurrence, on est dans un temps où le Covid est passé par là, où des gens ont découvert des plateformes. Et je pense que quand on voit ce que font les plateformes et la qualité qu'il y a sur les plateformes, on a beaucoup de soucis à se faire pour que des gens reviennent au cinéma, même si je sais que beaucoup de distributeurs m'ont dit mais non, les gens vont se désabonner de Netflix pour aller au cinéma. Ouais. Bon, peut-être,
C'est très optimiste comme vision, mais faisons quand même un petit peu attention, ne soyons surtout pas trop élitistes, et je pense que le cinéma l'est un peu trop, et remettons-nous en question, remettons de la culture dans le cinéma. C'est quelque chose que j'ai souvent dit et que je défends ces derniers temps. Pourquoi pas faire des expos photos des films à l'affiche? Pourquoi pas faire entre les pubs des photos exclusives du film que vous allez voir? Pourquoi pas ne remettre des making-of aussi avant d'aller voir un film? Parce que les making-of ont totalement disparu des films actuellement. Vous n'avez plus aucun making-of sur les films qui se tournent parce que, soi-disant, les DVD ne se vendent plus. Oui, mais enfin, messieurs et mesdames, quand même, qui faites du cinéma, vous savez bien qu'il y a maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des journalistes aussi c'est qui font des sujets. Voilà, et puis il y a des journalistes qui font des sujets sur des films et ils ont besoin de matière, en fait. Donc si vous leur donnez juste votre bande-annonce, ben, je suis désolé de vous dire que ces journalistes vont peut-être en avoir marre au bout d'un moment, parce que tous les journalistes vont avoir les mêmes images de bande-annonce que tout le monde a vu déjà plein de fois. Et on en revient toujours à ce même truc où, pendant des années, le cinéma, il s'est dit, il faut qu'on martèle quand on fait un film aux gens que les 10 photos qu'on va garder, c'est ce film-là, et que la bande-annonce qu'on va sortir, vraiment, c'est ce film-là. Moi, je pense que le public est plutôt intelligent, que le public, il faut le surprendre, et que le public, il faut faire attention à lui, il faut un petit peu le choyer. Donc, remettons-nous en question et essayons de lui proposer autre chose. Et redynamisons un petit peu tout ça. C'est marrant parce que je t'entends parler depuis tout à l'heure et je réalise en même temps qu'on discute, j'y avais pas pensé avant, ça me saute vraiment maintenant à l'esprit. Moi, je suis un gamin des années 80 et quand j'étais jeune et que j'allais au cinéma, il y avait... alors, moi, j'habitais à Metz et le cinéma de Metz, c'était le Gaumont, il y avait des arcades et derrière les piliers des arcades, il y avait les horaires des films et tu avais donc sur chaque pilier une petite affiche avec les photos en dessous du film. Et c'est un souvenir de mon enfance et adolescence très fort du cinéma. Et je me rends compte en fait que j'ai plus ça aujourd'hui quand je vais au cinéma. C'est devenu très stérile en fait. Exactement. C'est très stérile un cinéma. En fait, ça a disparu alors que beaucoup de gens, quand on discute avec des gens de notre génération et de génération même encore d'avant, sont nostalgiques de ça. Parce que même souvent, certaines personnes gardaient les photos. Ouais. Ils allaient voir les cinémas quand le film était de l'affiche et on donnait des photos au public. Ouais. Et des affiches et tout ça. Et tout ça, ça se fait plus en fait. Donc, encore une fois, j'en reviens, je veux pas faire le vieux con nostalgique, mais il y avait des choses qui se faisaient avant qui étaient intéressantes. C'était chouette. Voilà. C'est aujourd'hui la plus proche d'une photo que j'ai vue dans des cinémas, c'est des expositions Harcourt, ce qui est très joli. À Châtelet à un moment donné, ils avaient fait des grandes photos Harcourt à Châtelet-Les-Halles. Mais vous avez encore d'ailleurs des photos qui sont présentes et exposées. Par exemple, à Châtelet-Les-Halles, vous avez depuis de nombreuses années, les photos de Eddie Brière qui sont exposées un peu partout dans le cinéma. Ces photos sont magnifiques, mais ces photos sont là depuis, je crois, 5 ou 6 ans, même plus, je crois. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas plutôt des photos des films qui sont à l'affiche et ou même des photos, on peut reprendre des photos de Eddie Brière, mais qui soient plus récentes et surtout qu'on change. C'est-à-dire que, et alors on va me dire, oui, mais tu sais, Christophe, ça coûte de l'argent, tout ça. Oui, ça coûte de l'argent, mais alors pourquoi est-ce qu'on les vendrait pas, ces photos, les gars? C'est-à-dire que, et maintenant, il y a un système avec des QR codes. C'est très simple, vous mettez un QR code et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'appelle Yellow Corner qui fonctionne plutôt pas mal en ce moment, où on vend des photos. Vous pensez pas qu'on pourrait faire ça? Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique et pourtant, des fois, j'ai affaire à des gens qui sont des businessmen. Je me dis, ça, vous y pensez pas en fait. Vous avez pas envie de vous prendre la tête. C'est quoi qui est compliqué? C'est quoi qui est difficile là-dedans? Peut-être qu'ils comprennent pas tout simplement ce que c'est. Oui, peut-être. Ils sont là pour vendre des films, mais pas des photos. Peut-être oui, que ça leur je pense que un des problèmes du cinéma, c'est d'ailleurs ça, c'est que les gens savent produire du cinéma, mais ils ne savent pas le vendre. Ça, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, j'ai souvent des attachés de presse qui rament pour vendre les films qu'ils doivent défendre parce qu'ils n'ont pas de matière. J'en ai souvent qui me disent, ah là, j'ai 3 pauvres photos pour parler du film. Et c'est ça qui me navre, en fait. Je me dis, ben voilà, on sait que c'est là. Il y a Vincent Cassel aussi qui, à un moment, avait fait un post intéressant avec des affiches de cinéma avec toutes des fonds bleus en disant, regardez, c'est toutes les mêmes affiches. Il avait mis, je crois, 10 ou 15 affiches et c'était la même police, le même fond bleu. On voit que là, d'un point de vue artistique et d'un point de vue de la création, on voit qu'on s'est pas trop foulé quand même. Sur ce qui marche. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Si on la connaissait, on l'utiliserait tous. Et je pense qu'il faut être juste créateur et qu'il faut un peu se creuser la tête. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Sur la photo sur le plateau, est-ce que, alors je mets des grands guillemets, je mets souvent des grands guillemets quand je fais un raccourci comme ça, mais est-ce que c'est facile finalement de faire des photos dans un environnement qui est finalement ultra contrôlé et ultra centré sur l'image?
Alors, c'est pas facile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde sur un plateau. Donc déjà, trouver sa place sur un plateau de cinéma, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de techniciens. Et donc, vous faites pas ce que vous voulez, quoi. Donc déjà, ça, c'est un sacré... En fait, sur un plateau de cinéma, j'ai souvent tendance à dire, il y a que des entraves à faire une photo. C'est-à-dire que quand vous pensez même avoir un truc bien, vous allez avoir le perchman qui va arriver devant vous. D'accord. Bon, ok, je vais trouver un autre emplacement, c'est pas grave. Donc ça, déjà, c'est une des premières barrières. Et après, la chose qui fait que c'est quand même pas si facile que ça, c'est que même si les choses vont être répétées, elles vont être faites, vous pouvez toujours être surpris, vous pouvez toujours avoir une part d'improvisation, vous pouvez toujours avoir une part un peu de folie par moment. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, hein. Et c'est aussi en ça où c'est quand même du reportage par moment, ou comme un photographe de reportage ou d'autres métiers de la photographie, il faut s'adapter. De toute façon, je pense que c'est un métier où il faut s'adapter tout le temps. C'est ça aussi qui est intéressant. D'accord, mais tu dois quand même te faire tout petit et limite passer après tout le monde également au moment de faire les photos, quoi. Voilà, de toute façon, la priorité, en fait. Voilà, la priorité, c'est le film. Et c'est tout à fait logique. Bien évidemment, on dépense des millions d'euros pour le film. La priorité, c'est le film. Et après, par contre, effectivement, c'est aussi en ça où un bon photographe plateau, on sait que c'est pas la priorité, mais on sait qu'il va ramener de bonnes images. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est, pour moi, un bon photographe, c'est ça qui peut être fabuleux, c'est se dire, voilà, il nous a pas pris la tête et il ramène des belles photos. Mais par contre, il a su aussi s'imposer au moment où il fallait qu'il s'impose. C'est-à-dire que je me fais tout petit, mais il y a des moments où là, je dis, là, je suis désolé, les gars, mais il faut que vous me laissiez, les acteurs, 1 minute pour faire une photo. Ou 3 minutes, ou 5 minutes, ou 30 secondes, ou 10 secondes. Mais en tout cas, il me les faut. Et c'est en ça où c'est un métier très instinctif, où je pense qu'un bon photographe plateau va vraiment être bon quand il sent parfaitement le plateau. En fait, je pense que c'est un métier de grande sensation, où il faut vraiment être sur le pouls des acteurs, sur le pouls du plateau pour savoir quand vous pouvez demander ou pas une chose et comment vous devez vous placer et à quel endroit. Ça, c'est pour moi la qualité première. Ce qui veut dire qu'il faut être très concentré, très présent sur ce que tu fais et pas regarder tes messages sur ton téléphone. Ça, c'est un métier où je finis ma journée, je suis effectivement un peu fatigué parce que comme la plupart des techniciens sur un plateau, on a quand même très peu de pauses. Et encore plus de nos jours, avec des rythmes qui sont de plus en plus élevés parce qu'on rentre de plus en plus de séquences dans une journée, parce qu'il y a un peu moins d'argent, comme beaucoup de métiers. Donc, voilà, je suis pas trop rivé sur mon téléphone. Même si je poste quand même des photos en direct sur Instagram, parce que je me suis mis depuis quelques temps à poster en direct des photos des techniciens que je veux mettre en valeur, en story. Dès que je fais un film, je poste des photos de techniciens. Donc, je me prends ce temps-là, mais voilà, je suis quand même très efficace sur le plateau. J'ai une façon de travailler maintenant qui est très rodée. Donc, je fais ça avec une grande souplesse. Traditionnellement, on boucle la partie philosophie photo en parlant d'une image en particulier. Dans ton cas, ça va être une séquence de photos. On a parlé justement des séquences de photos d'action de OSS 117 où tu disais que tu n'étais pas forcément très content de ce que tu avais pu sortir parce que tu n'as pas pu être très présent. Mais moi, je la trouve géniale, cette séquence de photos d'action. Donc, tu vois, finalement, tu as quand même réussi, malgré les contraintes, à sortir quelque chose qui, moi, me semble en tout cas très cohérent. Cette séquence, je l'ai vue sur ton Facebook. Si tu es d'accord, on la publiera dans l'article qui accompagne le podcast pour que les gens la voient. Et je trouve que... j'ai l'impression qu'elles sont posées, mais je suis certain que tu vas me dire qu'elles ne sont pas posées. Mais je trouve qu'en fait, elles retranscrivent parfaitement l'atmosphère du film. C'est-à-dire, je ne vois pas de différence entre les films OSS 117 que j'ai pu voir et cette série de photos où je retrouve parfaitement le personnage et je vois Hubert Bonisseur de la Batte et tout ce qui le constitue. J'ai pas envie de dire toute sa connerie, mais oui, on peut le dire, c'est un petit peu ça quand même. Je trouve que tu as vraiment réussi à le ressortir, donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment cette série de photos a pris vie, a pris forme et en est arrivé à ce qui a été publié. Alors, toutes les photos que vous voyez de OSS, effectivement, sont toutes des scènes d'action. Il n'y a aucune photo posée, à part la photo de l'affiche. Mais sinon, toutes les séquences, effectivement, sont faites dans l'action et sont souvent faites dans l'action dans des axes qui sont assez différents de la caméra. C'est ça qui est intéressant. J'ai la chance avec ces acteurs-là et avec ce metteur en scène-là d'avoir une grande liberté sur le plateau et donc de pouvoir trouver les axes que j'ai envie. Et donc, sur ces photos-là, en tout cas, très clairement, c'est de l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça où le photographe, il est important parce qu'on n'aurait pas pu prendre un photogramme de cette séquence-là et encore moins dans l'axe sur lequel on était. D'accord. Et c'est aussi en ça où le métier, il est intéressant. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui vont fonctionner à la mise en scène bougée
mais qui, moi, en photo, vont être plus parlantes. C'est-à-dire voir Jean qui va sortir son flingue assez rapidement, voir Fatou qui est derrière et qui va justement relever sa robe assez rapidement pour venir prendre un couteau. Voilà, et ça, moi, je vais la voir d'une manière plus flagrante sur le côté, un peu moins dans l'axe de la caméra. Donc, c'est de l'action. Et ce qui était un peu stressant d'ailleurs dans OSS, c'est que sur 8 jours, je devais avoir un rendu d'image sur tout le film. Imaginez, j'avais une pression un petit peu importante, effectivement. Ça t'a facilité quand même les choses. Tu les connais bien maintenant, du coup. Enfin, tu les connaissais déjà avant. Oui, je connaissais Jean, je le connaissais bien avant parce qu'on a fait pas mal de films avec Jean. Pierre, je l'avais juste vu avant sur un court-métrage qu'il avait réalisé pour les Talents Canadami. Donc on se connaissait très peu et on a tout de suite accroché. Bon, après on a une passion commune qui est le surf, donc ça s'est fait d'une manière assez naturelle, comme avec Vincent Cassel d'ailleurs sur Astérix. Mais oui, ça a été ce qui est. Après, Pierre, je l'ai vu que 2 jours. Vous imaginez, sur un film comme OSS. Donc c'était très très court. Mais dans ce temps imparti, c'était facile de travailler avec eux parce qu'ils avaient entièrement confiance. Et puis quand vous avez l'acteur principal qui vous défend, forcément, vous arrivez en position de force pour le reste. Et puis Bedos me connaissait très bien aussi. Donc voilà, il y avait une super ambiance sur le plateau parce que quand les acteurs vous défendent, quand les acteurs font même des blagues sur vous parce que il est où Braché, on le voit jamais, ça vous met dans une bonne situation. Donc ça c'est... Puis t'as pas à te battre pour t'imposer au départ et à perdre une demi-journée juste pour trouver ta place. Si je veux une photo avec eux, je sais que je l'aurai. En plus, c'est des super clients. Jean Dujardin, pour moi, c'est un des acteurs avec qui j'ai travaillé, qui est un des plus travailleurs sur le plateau. C'est impressionnant de le voir travailler sur un plateau de cinéma. C'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche, qui cherche. Rien n'est acquis. Et pourtant, voilà, il a un Oscar. Hein. Et malgré ça, c'est un acteur qui est un vrai travailleur et qui, dès que vous lui demandez quelque chose, il a conscience de chaque métier. Il connaît vraiment le cinéma. Il sait toute l'importance des métiers qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de lui sont là pour lui. Il sait l'importance d'un accessoiriste. Il sait l'importance d'un coiffeur, d'un maquilleur, d'une habilleuse. D'ailleurs, il travaille souvent avec les mêmes personnes. Il a son habilleuse personnelle, son coiffeur personnel et maquilleur. Donc il a des gens avec qui il sait qu'il a confiance et qui sont indispensables pour son bien-être sur le plateau et pour l'exigence qu'il va donner au personnage qu'il va interpréter. Ça, c'est hyper important. Si on aborde le côté un peu plus business de la pratique, c'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale ? Alors ma source de revenus principale, c'est le cinéma. Je suis donc intermittent du spectacle. J'ai 2 statuts. J'ai un statut d'intermittent du spectacle salarié, c'est-à-dire que dès que je vais faire un film, je vais être salarié sur le film à la journée. Donc, sur OSS, par exemple, j'ai eu 8 jours de salarié étalés sur 1 mois et demi. Et à côté de ça, je vais avoir un statut d'auteur photographe pour céder mes droits aux images pour qu'ils puissent exploiter les images. Premièrement, exploiter les photos de plateau pur. Et deuxièmement, exploiter une photo pour l'affiche du film. Donc ça, ce sont 2 choses différentes. Donc en fait, quand vous êtes photographe plateau, vous avez une partie salaire, où vous pouvez aussi facturer cette partie-là de la prestation photographique. Vous avez une partie de cession de droits pour vos photos qui vont être exploitées, une partie cession de droits pour l'affiche du film. À côté de ça, on demande les photographes plateau à ce qu'on soit payé aussi par rapport à notre editing. Donc quand on fait une journée de travail, on a coutume de dire qu'on a 2 heures de travail d'editing derrière. Donc tous les 4 jours de présence plateau, on demande à ce qu'une journée soit payée pour payer notre editing, qui bien évidemment n'est pas compris dans la prestation de la journée. Et ça, je le dis et je le redis, parce que j'ai beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a même des producteurs, des fois, qui me disent « Oui, mais bon, moi, j'ai un photographe, il ne facturait pas l'editing. » Je dis « Ben oui, mais c'est pas parce que quelqu'un ne le faisait pas que c'est juste, en fait. » C'est des aspects ultra méconnus, mais c'est pas que chez vous, hein, c'est chez tous les photographes. Voilà, c'est partout. Mais en fait, c'est juste du bon sens. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, il faut juste avoir un tout petit peu de bon sens. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du cinéma, quand on tourne un film, qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Il va y avoir de l'étalonnage. Et cet étalonnage, est-ce que vous le payez ? Évidemment, vous le payez. Donc en fait, si vous étalonnez un film, de la même manière, vous devez aussi payer votre photographe qui doit faire cet editing-là, qui comprend de l'étalonnage, qui comprend des retouches, qui comprend... Surtout si tu lui demandes d'étalonner ses photos de la même manière que le film, quoi. Exactement. Donc c'est en ça où ça a du sens de payer cet editing-là. Et à côté de ça aussi, on demande ce que l'on appelle une bijoute, qui est un terme très utilisé dans le cinéma, que vont utiliser également les électros, les machinos, les coiffeurs, pour avoir un défraiement du matériel que vous venez et que vous apportez qui est à vous. D'accord. Donc, moi, je viens avec
mon appareil photo. Le chef opérateur ne vient pas avec sa caméra, par exemple. Donc, moi, je viens avec mon matériel. Le machinot, pareil, il va avoir du matériel qui va être à lui. Donc, il faut avoir un défraiement par rapport à ça. Donc, pour parler chiffres, c'est très simple. Vous avez tous les tarifs sont sur le site de PFA avec un onglet tarifs. Le tarif syndical. Donc, en fait, tous les métiers du cinéma, quand vous êtes embauché, il y a ce que l'on appelle une grille tarifaire avec des tarifs minimum syndicaux. Donc, c'est le minimum syndical à partir duquel on peut commencer à travailler. Pas très élevé de ce que j'ai vu. On va pas se mentir, un photographe plateau, c'est pour une journée en extra, c'est 260 € pour 7 heures de travail. Donc, c'est très faible, bien évidemment. C'est pas avec ça qu'on va vivre si on travaille 3 jours dans le mois. Donc, il faut enchaîner les journées de travail. Un des avantages de ce statut quand même là, c'est que quand vous faites un certain nombre d'heures dans l'année, 507 heures, vous avez droit au chômage quand vous ne travaillez pas. Ouais. Un chômage qui n'est pas non plus très mirobolant, mais vous avez quand même un chômage, donc ça c'est intéressant. C'est le statut d'intermittent. C'est le statut d'intermittent du spectacle. Donc voilà, c'est 260 € par jour, 100 € de bijoux par jour, c'est une moyenne. Ça peut être plus, bien évidemment. Des fois, ça peut être moins, c'est là où il faut lutter. Ouais. Et les sessions de droit, c'est en général 200 € par jour, entre 200 et 300 € par jour pour les photos en exploitation. Et pour une affiche de cinéma, entre 3 000 € et 7 000 8 000 €, 10 000 € maximum. Et c'est quelque chose qui se fait quasiment plus dans le cinéma. Donc, voilà où on en est. Et voilà la marge de manœuvre qu'on a pour aller chercher plus. Moi, je demande plus, bien évidemment. Et c'est souvent difficile à faire valoir. Voilà. Mais voilà, si vous travaillez tous les jours, vous gagnez bien votre vie à la fin du mois. Moi, j'ai la chance de travailler beaucoup, donc je gagne correctement ma vie et je vis pleinement de mon métier, bien évidemment, depuis des années. Mais il faut lutter, j'ai souvent tendance à dire que c'est une lutte pour préserver ce métier et pour préserver les générations futures. C'est-à-dire que si on ne lutte pas maintenant, les jeunes de demain, ils n'arriveront pas à travailler. C'est-à-dire que si vous employez un jeune photographe plateau 3 jours dans le mois, à 260 €, 100 € de bijoux et des sessions de droit à 200 €, bon, il va avoir même pas le SMIC. C'est pas de l'argent qui sert pas à grand chose, quoi. Normalement, c'est de l'argent que vous devez réinvestir dans votre matériel en plus. Donc voilà, donc c'est l'argent que vous mettez en général de côté pour pouvoir réinvestir. Sachant que mon sac photo vaut à peu près 30 000 €. Donc bon, vous faites le calcul. Effectivement, faut en faire des bijoux pour. Voilà, faut en faire des bijoux pour rentabiliser son matériel, sachant que avant, il y a 20 ans, oui, les photographes plateaux, ils gardaient leur boîtier argentique pendant 20 ans. Ouais. Oui, ce qui est plus le cas. Maintenant, nos boîtiers numériques, c'est plus le cas, en fait. Donc, on garde nos optiques, mais les boîtiers numériques, il faut les changer. Et quand vous avez un Alpha One à 7 000 € à changer tous les ans ou tous les 2 ans, bon, c'est un peu moins rigolo, quoi. Donc, tout ça, il faut y penser. Et en fait, souvent, ce que j'ai tendance à dire aux producteurs, quand on commence à parler salaire et que du coup, ça coince, j'ai souvent tendance à dire, mettons du bon sens là-dedans, en fait. Parce que sinon, demain, ton enfant, s'il va être photographe plateau, il fera pas photographie plateau, il fera un mariage, en un week-end, il gagnera plus qu'en un mois, en fait. Donc, faites attention, défendons ce métier-là, parce que c'est un beau métier. L'âge d'or de ce métier-là est plus là, parce qu'avant, les photographes plateau, qui étaient aussi payés ce prix-là, mais ils étaient là tous les jours. Donc, en fait, quand vous êtes à 300, 400 € tous les jours de la semaine sur un mois, oui, vous avez un bon salaire à la fin du mois. Il faut être là tous les jours. Et d'ailleurs, ils avaient cette marge de manœuvre de venir tous les jours et des fois de faire qu'une heure sur un plateau. Ouais. Ils repartaient parce qu'ils avaient cette séquence-là qui les intéressait, qu'ils avaient déjà de la matière avant et donc ils avaient beaucoup plus de liberté. Mais ce que je trouve fou en fait dans ce que tu me dis là, c'est que si tu fais le ratio de ce que tu coûtes toi en travail par rapport au budget d'un film, c'est ridicule. C'est ridicule. Je dois être à 0,001% du budget du film. Si tu prends les photographes de mariage, je crois que le ratio moyen, c'est 10-12%, tu vois, du budget du mariage. Ce qui me semble plus cohérent, mais c'est vrai que, tu vois, quand tu dis ils te font venir que 8 jours sur 60, enfin, je veux dire, c'est quoi la différence entre 8 et 16 jours sur le budget du film ? Ça va être peanuts, mais bon, ça va se jouer sur le fait que peut-être que le producteur avait envie de changer le liner de sa piscine, donc pour lui. Mais non, j'ironise un petit peu, je fais un peu d'humour, mais parce qu'il faut le prendre comme ça. Je pense que ce sont des faux calculs. Sur OSS, j'ai eu l'occasion d'en parler au producteur, à Nicolas Mayer. On a eu une longue réunion sur ça, en face à face, et je lui ai dit tout ce que je pensais. Et j'espère que ça va cheminer. J'espère que pourtant, c'est un producteur qui défend. Il a fait plus de 70 films ou 80 films, Mandarin Production. Ils ont fait des films incroyables. Donc, ils savent ce que c'est, ce métier-là. Ils le connaissent bien depuis longtemps, mais je pense que là, ces dernières années, il a vraiment évolué vers quelque chose qui n'est pas forcément correct. Et je pense qu'on est dans un moment où il faut qu'on parle les uns avec les autres et qu'on ait du bon sens les uns avec les autres, même si des choses... Moi, il m'a dit, mettre plus de 3 000 € dans une affiche, c'est beaucoup pour moi.
Je suis désolé de te dire que c'est pas assez en fait. Surtout si l'affiche, c'est moi qui vais la faire, c'est moi qui vais faire les photos, c'est moi qui vais monter un studio photo. Voilà, donc oui, je pense qu'on peut faire des efforts sur ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Voilà. il peut avoir son affiche à moins de 3 000 euros, mais demain, qu'est-ce qu'il aura, quoi? Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a les affiches qui se font avec des photogrammes, hein, malheureusement. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, cette discussion, elle tourne toujours vers le futur. Mm. On parle tout le temps de ce qu'on fait aujourd'hui qui a des conséquences demain, et au final, on en arrive toujours là. Mais c'est le sens ça doit être le sens de la vie de tout le monde, et on peut en faire un vrai parallèle avec ce qu'on vit actuellement et l'urgence climatique dans laquelle on est. C'est très important d'avoir ce discours-là tourné vers l'avenir parce que on sera responsable de ce que vont vivre nos enfants dans 30 ans, 40 ans et qui nous en voudront à mort parce qu'en fait, on leur laisse un monde de merde. Donc, c'est Ils pour n'ont ça même souvent pas je de dis aux photos de producteurs, nous pour s'en souvenir de quand voilà. c'était bien. En fait, ce que je dis aux producteurs, j'ai dit donc toi, tu as chez toi des photos de Delon, de Belmondo, de Gabin que tu as acheté. Mais est-ce que ton fils pourra acheter ces mêmes photos d'OSS dans 40 ans en fait? Bah non, parce qu'il y a très peu de photos en fait. Et c'est en ça où j'essaye de leur dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut qu'on lutte pour nos enfants de demain. On lutte premièrement pour une précarité d'un métier, parce que moi j'ai formé plein de jeunes photographes qui sont venus en stage avec moi, et ces jeunes, je les trouve talentueux. Mais ces jeunes, il faut qu'on leur offre la possibilité de travailler demain. Et donc c'est à nous, adultes, qui sommes dans le milieu, on fait le cinéma de maintenant, c'est à nous à défendre ça, c'est à nous à aller chercher auprès des financeurs et de défendre notre bout de gras du petit technicien photographe plateau pour dire ce photographe, il faut qu'il soit là tous les jours, donc j'ai besoin de 40 000 euros. J'ai pas besoin de 8 000 euros. Il me faut 40 000. Oui, puis sur 18 et là, on millions, pourra faire un encore vrai une fois, travail. c'est pas énorme. Et 40 000 euros sur 18 millions d'euros, je pense que bon. Ça devrait aller. Je rebondis juste sur le matériel. Du coup, toi, tu es ambassadeur Sony. Ça t'apporte quelque chose de particulier ou Bah, ça m'apporte peut-être un peu de visibilité, même si je suis pas le photographe de chez Sony qui est le maximum de likes et de et de vues, parce que je fais un métier aussi qui est moins parlant qu'un photographe qui va faire du paysage, qui va parler à plus de gens, et je le comprends parfaitement. Mais ça va m'apporter d'avoir un discours pour Sony quand je vais faire des interventions, des workshops dans des magasins, que je vais faire des salons, comme tu l'as pu le voir au salon de la photo. Où je vais juste crédibiliser la marque. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout payé par la marque pour parler de la marque bien. Je suis juste la marque, effectivement, va me donner du matériel pour que j'utilise et j'ai mon total libre arbitre pour parler de comment est-ce que j'utilise ce matériel. En bien ou en mal, hein. J'ai des critiques, des fois, du matériel que je vais utiliser. J'ai des optiques que je ne vais pas utiliser chez Sony parce que j'en trouve d'autres de meilleurs. Et c'est en ça où ça crédibilise la marque. D'ailleurs, je leur dis souvent ça, je leur dis, c'est bien que vous nous laissez ce libre arbitre et cette liberté de ton pour pouvoir parler de votre matériel parce que ça le crédibilise plus qu'un commercial qui, lui, va être très précis dans la caractéristique technique du boîtier, mais après, on sait qu'il est là pour le vendre. Donc, les gens sont pas cons. Ils vont dire, tu t'es pas là pour me vendre un Canon, donc forcément, tu vas dire que c'est le meilleur boîtier du monde. Et les ambassadeurs, je pense qu'ils doivent servir à ça, à dire, voilà, nous, on l'utilise sur le terrain, les gars. On n'a pas fait des tests comme un influenceur ou comme un gars qui a utilisé le boîtier une heure et qui a photographié un Big pendant Jim. 1 heure. Voilà, et qui a photographié un Big Jim et qui va nous faire un délire très très chelou. Non, moi je suis sur le terrain, je vais être en montagne avec Belle et Sébastien, je vais être sur OSS sur un plateau un peu chaud. Voilà, je vais pouvoir vous dire comment est-ce qu'il réagit sur le terrain, tout simplement, d'une manière très concrète. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps avec Fujifilm. Je m'étais fait prêter des lentilles grand angle, leurs 2 grosses lentilles grand angle pour les tester sur de la soirée de mariage. Et je m'étais dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils me les ont prêtés. C'était parce que c'était une vraie application de vie réelle et pas un mec qui prenait une photo de Samir ou de sa poupée ou de la poupée de ses gosses en disant regardez comme elle est sharp. Moi je cherchais pas un truc sharp à tout prix, je cherchais quelque chose qui donnait du caractère et qui donnait et en fait c'est vrai que c'est ça le vrai photographe finalement, on cherche pas la perfection dans l'image. On cherche l'image bien cadrée, mais on cherche pas forcément la perfection technique parce que c'est pas ça qui fait une image parfaite, quoi. Exactement. Alors, on parlait des acteurs tout à l'heure. J'ai vu que tu faisais, toi, pas mal de portraits d'acteurs. Donc, tu l'as dit, tu vis de la photo de plateau. Mais est-ce que ça suffit à vivre ou est-ce que ça ouvre aussi des portes vers peut-être un monde de travail photographique plus vaste ?
Alors moi, ça me suffit à vivre. Je fais à côté de ça, effectivement. Alors je peux faire de temps en temps des trucs très techniques qui sont des books pour les acteurs. Ouais, Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment orientées pour que l'acteur puisse travailler, des photos qui vont aller dans les agences avec leurs agents. Et à côté de ça, j'ai tout un travail photographique assez recherché de portraits en noir et blanc, qui sont à la fois un travail personnel et à la fois un travail qui répond à une commande du Festival du film d'Angoulême. Donc la plupart des portraits que vous voyez sur mon site internet, dans la rubrique portrait, sont souvent des portraits qui ont été faits au Festival du film d'Angoulême, où j'ai une liberté de ton totale qui m'est laissée par Dominique Besnéard, le président de ce festival, et Marie-France Brière, où je peux photographier un peu les acteurs comme j'en ai envie, aussi bien dans des photocalls que dans des photos un peu plus posées. d'accord. Et ça, c'est super intéressant. Ces photos, pour l'instant, ne vivent pas, entre guillemets, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis un photographe qui... j'ai été contacté là récemment par des gens qui voudraient que mes photos soient en agence, que mes photos soient vendues. Alors, il y a plusieurs... Sur l'Angoulême, je pourrais le faire parce que c'est des photos qui m'appartiennent. Sur les photos de plateau, c'est plus compliqué puisque je cède mes droits au producteur. D'accord. Donc, logiquement, je ne peux pas les vendre derrière. Donc ça, c'est toute une négociation qu'il faudrait que j'ai sur des photos un peu originales. Mais en tout cas, tout mon travail de portraitiste sur des photos en noir et blanc avec des acteurs, c'est vraiment un travail qui, pour l'instant, est assez intimiste et qui n'est pas dans un objectif d'en vivre, puisque je vis grâce au plateau. Mais je pense que ça sera un des objectifs plus tard. Je me dis, ces photos, elles prennent la valeur en vieillissant. En plus, c'est très particulier, c'est du noir et blanc, donc je sais que ça va pas intéresser, par exemple, Paris Match. Ils ne vont jamais m'acheter cette photo-là, puisqu'ils ne veulent que de la couleur. Donc c'est plus pour des expos, c'est plus pour des ventes, je pense, à des particuliers. Mais ça viendra quand ça viendra. D'accord, on est d'accord que c'est pas les acteurs qui t'appellent, c'est dans le cadre de festivals où tu as des opportunités de les photographier. Non, pour l'instant, c'est vraiment, vu que la plupart du secteur, je les connais, donc je peux leur demander effectivement de poser pour moi plus facilement. C'est un des avantages que ça m'amène. Alors, ça m'amène à une question, en fait. C'est du coup, on a tous les photographes connaissent ce principe de te payer en visibilité. Est-ce que dans ton cas, puisque les gens que tu photographies sont connus, est-ce que cette fameuse visibilité, finalement, elle a une valeur quand même pour toi, qu'elle n'aurait pas forcément pour un autre photographe, ou c'est tu te dis que tu crées quelque chose pour l'avenir, comme un mec qui a pu photographier Johnny Hallyday quand il était jeune, et aujourd'hui c'est un trésor. C'est ça que tu vises, ou c'est juste que tu as envie de faire quelque chose de chouette, peut-être ça donnera quelque chose, peut-être ça donnera rien? Non, je le fais pour plus, je pense effectivement pour la mémoire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça, la mémoire. Après, sur de l'instantané, vu que j'ai pas besoin de ça pour vivre, j'attends pas un retour de visibilité. C'est pas quelque chose qui m'éclaire. Enfin, c'est perso, quoi. Là, je travaille un peu plus sur les réseaux sociaux parce que je suis pas très bon et que j'aimerais que ça décolle un petit peu. Donc, on va dire que je vais essayer de travailler un peu plus sur mon Instagram. J'ai essayé d'avoir une vraie ligne directrice, une vraie ligne éditoriale. Donc, j'y travaille un petit peu. Mais quand je fais des photos, non, c'est plus par rapport à la mémoire, c'est par rapport à tout ça. Et c'est pas, j'ai jamais eu de demande pour de la visibilité ou ce genre de choses-là, ou d'échange de procédés. Non, on m'a jamais demandé, on m'a jamais sollicité. Ouais, t'as de la chance. Pourtant, j'aurais cru dans ton milieu que tu aurais été certainement un de ceux à qui on le propose le plus. Je suis content de m'être trompé là-dessus. Question suivante, est-ce que une fois qu'on a le doigt dans le milieu du cinéma, est-ce que t'as pas envie d'en faire plus, genre diriger un film, ou au moins être directeur photo ou chef opérateur, ou est-ce que tu considères que tu te dissiperais un peu dans toutes les disciplines et que ça te détournerait de ton métier? Alors, il y a des photographes plateaux, par exemple, il y a certains photographes plateaux qui font, je sais qu'il y en a un qui est aussi cadreur dans le cinéma, il est cadreur et photographe plateau. Donc, moi, ça m'a amené à vouloir être réalisateur, en tout cas, d'être sur un plateau de cinéma, parce que déjà, avant de faire de la photo de plateau, j'avais envie d'être acteur, et avant d'être acteur, j'avais envie de réaliser. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été présent en moi. J'ai toujours eu envie de faire du cinéma, en fait. Le métier d'acteur est vite parti. J'ai fait une école d'acteur quand je suis arrivé à Paris, le laboratoire de l'acteur. J'ai fait ça 1 an, ça m'a éclaté. Mais après, vu que j'ai commencé à travailler très vite en photographie et que j'ai travaillé tout de suite avec des grands acteurs, mon premier film, c'était avec Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier, je me suis tout de suite dit, je suis pas à la hauteur de ces acteurs-là en tant qu'acteur. Mais par contre, ce qui était hyper intéressant dans le fait d'avoir une formation d'être acteur, j'ai vachement appris dans la mise en scène, enfin, dans l'acteur, et du coup, dans la mise en scène, c'est quelque chose qui me servira. Et donc, la réalisation, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. J'ai réalisé 2 courts-métrages, dont le dernier qui a été produit par Guillaume Canet et que j'ai co-réalisé avec mon ami Rémi Chapeau-Blanc, qui est un ancien ambassadeur de chez Sony également, qui est un court-métrage très particulier, en noir et blanc, il n'y a pas de parole, c'est très onirique. J'avais envie de travailler sur ça, sur l'aquatique, revenir à mes premiers amours,
sur la gestuelle, sur la beauté de l'homme, sur un côté onirique, sur faire voyager les gens et sur le fait de mettre en scène sans parole. C'est-à-dire que, en plus, moi j'ai toujours trouvé que dans notre cinéma, on avait tendance à trop parler en France. Par exemple, j'ai adoré le film Drive. Il parle quasiment pas et pourtant il nous transporte tout le film. Donc voilà, donc oui, j'ai envie de faire la mise en scène, mais j'ai encore un sacré complexe parce que j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène et que je me dis est-ce que je serai à la hauteur. Donc pour l'instant, c'est là, j'ai envie, mais j'ai peur, mais je me soigne. Donc j'espère que j'y arriverai. En tout cas, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens avec qui j'ai envie de faire des choses, des projets, des scénaristes, des co-réalisateurs, avec qui j'aimerais faire des choses. Est-ce que ça se fera? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est devant oui, toi. C'est devant moi et ça fait plus de 10 ans que je fais la photo de plateau. J'ai fait pendant plus de 10 ans prof de surf, prof de plongée. Peut-être qu'il est temps de faire une autre dizaine dans quelque chose d'autre. Dernière question de ce côté business, tu y as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais on va la poser un peu plus directement. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Oui, je gagne bien ma vie et je suis plutôt très heureux dans ce que je fais. Très clairement, oui. Mais je pourrais la gagner beaucoup mieux parce que, en fait, disons que je travaille beaucoup pour bien la gagner. Et des fois, j'aimerais avoir plus de temps pour moi. Et si j'étais un peu mieux payé, ça serait vraiment légitime. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me tourne maintenant vers les privés. Là, j'ai un projet de bosser avec une entreprise ici à Bordeaux, très intéressante et où forcément je facture pas le même prix que sur un plateau cinéma parce que je facture la normalité dans la photographie, c'est-à-dire une journée entre 1000 et 1500 euros, ce qui est la logique des choses pour un photographe. Donc c'est une évolution en tout cas. On arrive à la conclusion de l'épisode. La première question, c'est quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière, je pense que ça a été quand j'ai un acteur qui m'a très mal parlé sur un plateau parce que j'étais dans son regard. C'est-à-dire que être dans le regard d'un acteur, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui, quand ils travaillent, ils ne doivent jamais regarder la caméra. Ils regardent tout le temps autour de la caméra, mais pas la caméra. Et donc, du coup, autour de la caméra, il ne faut pas qu'il y ait trop de techniciens pour pas perturber leur jeu. Il y a des acteurs, ça dérange absolument pas, et des acteurs que ça peut déranger. Et là, je me suis mis, mais vraiment, à 2 centimètres, je me suis décalé de la caméra. Il a vu, ça l'a stressé et il m'a mal parlé. Mais il s'est excusé après. Donc, je dirai pas son nom. Mais après, il a été me voir parce qu'il m'a dit, voilà, je suis très stressé. Un film avec José Dayan. Donc, José Dayan, il y a très peu de prises. Il faut être bon tout de suite, quoi. Donc, on sait que ça va très vite. Donc, ça, c'était vraiment dur parce que je trouve que c'est un métier. On est 40 sur un plateau de cinéma. Donc, si vous parlez mal à un technicien, vous mettez mal à l'aise tout le monde sur le plateau, en fait. Et c'est pas très cool. Je pense que dans n'importe quel métier, que ce soit le cinéma, dans un gros groupe, dans une entreprise, quand vous parlez mal à un employé devant tout le monde, c'est pas quelque chose qu'il faut faire en fait. Ça se fait pas en fait. C'est hyper dégradant. Ouais. Des fois ça part tout seul aussi. Le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, je pense que c'est quand Isabelle Adjani m'a offert des fleurs qu'on lui avait offert et que du coup elle ne pouvait pas garder parce qu'elle partait, je crois, à New York 2 jours après. Et elle m'a dit, elles vont se faner, c'est bien dommage. Et je suis tellement heureux d'avoir travaillé avec vous. On m'avait pas photographié comme ça depuis La Reine Margot, d'ailleurs, qui était fait par Luc Roux, dont je vous ai parlé au tout début. Et donc, je veux vous offrir ces fleurs. Donc, je suis sorti de sa loge. Donc, après avoir passé 1 heure avec elle pour regarder les photos, je suis sorti de sa loge avec des fleurs, avec des techniciens qui étaient bien autour de la loge. Donc, ça a fait un peu jaser. Mm-hmm. On en a parlé, en fait, et du coup, c'était assez rigolo. Christophe Brachet est sorti de la loge d'Isabelle Adjani avec des fleurs. Donc, du coup, il y a eu des petites rumeurs qui ont circulé qui étaient assez marrantes. Elle t'a offert des fleurs et elle t'a lancé des fleurs en plus, c'était chouette. Voilà, exactement. C'est beau. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Il y a beaucoup de gens que je pourrais te recommander. Un que j'aime énormément et dont je viens d'acheter des livres à offrir pour Noël. Il s'appelle Laurent Baheux. C'est également un ambassadeur de chez Sony. Et c'est un photographe animalier spécialisé dans les animaux en voie de disparition, comme l'ours blanc, comme les lions, comme les grands animaux de la savane africaine, qu'il va photographier énormément. Et c'est un photographe qui photographie tout en noir et blanc. Donc, vu que je suis un amoureux du noir et blanc, forcément, ça me parle son travail. Et surtout, c'est un photographe qui a un vrai message pour la préservation de l'environnement, qui pour moi est une priorité majeure dans ma vie et je pense qu'on a besoin de ce genre de photographie pour comprendre l'urgence dans laquelle on est. Ça sent l'aventure. Je vais aller voir ça d'un petit peu plus près. Je le connaissais pas, mais je pense que ça va finir en achat de livres. Vu ce que tu viens de décrire, ça correspond. Ah ben là, c'est le parfait cadeau pour Noël. Hein. On peut commander sur son site. C'est très facile. Cadeau de moi à moi.
Voilà. Ça va être ça. Eh ben, il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi et voir ton travail d'un petit peu plus près? Alors, il y a bien évidemment les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Je suis un peu plus présent sur Instagram que sur Facebook, je l'avoue. Donc, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire sur Instagram, je regarde tout ça. Il y a mon site internet, même si on a tendance à dire que les sites internet marchent un peu moins de nos jours. Mais moi, j'ai essayé de le faire d'une manière assez logique pour que les gens comprennent qui je suis et comment je travaille. Et après, on peut me retrouver de temps en temps sur des workshops organisés par des magasins photos, par la marque Sony éventuellement. Bon, avant, il y avait les salons, mais à cause du Covid, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais Sony avait organisé cette année un gros événement à Paris, la Sony Experience, pour contrer effectivement l'annulation du salon de la photo, qui était un endroit assez intéressant. Donc voilà, et en général, j'en parle sur les réseaux sociaux, je fais des posts quand je fais des interventions pour que les gens viennent me voir, où j'explique mon métier, où je montre des photos, où j'explique comment je les ai faites, avec quel matériel je les ai faites, dans quelles conditions je les ai faites. D'accord. Écoute, je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Un grand merci à toi d'avoir partagé tout ça. Et puis, je vous encourage, les auditeurs, à aller voir ton travail d'un petit peu plus près. Et merci, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.